Le ministre des Affaires étrangères iranien vient de passer en direct sur une grande chaîne américaine et a déclaré quelque chose qui devrait faire la une de tous les journaux de la planète. Il s'est assis face aux caméras et a dit, mot pour mot, « Nous ne demandons pas de cessez-le-feu et nous ne voyons aucune raison de négocier avec les États-Unis. » C'est tout. C'est la position officielle de la République islamique d'Iran en ce moment. Pas de cessez-le-feu. Pas de discussion. Rien. Et quelques heures seulement après cette interview, le président américain s'est avancé derrière son pupitre et a dit exactement le contraire. Il a affirmé que l'Iran appelait, qu'il voulait conclure un accord, et qu'il leur avait dit qu'il était trop tard. Deux déclarations totalement contradictoires émanant des deux personnages les plus importants dans cette guerre. Et les deux ne peuvent pas être vrais simultanément. Mais avant de décortiquer tout ça, je veux prendre un instant pour vous remercier. Sincèrement. Si vous êtes ici, si vous faites partie de ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe réellement au-delà de la propagande des deux camps, ça veut dire énormément. Et justement, pour aller encore plus loin ensemble, j'ai créé une communauté réservée aux membres de cette chaîne. En la rejoignant, vous accédez à des vidéos dédiées qu'on ne publie nulle part ailleurs, vous recevez les vidéos en avance avant tout le monde, et vous bénéficiez de contenus exclusifs, des analyses géopolitiques approfondies, des décryptages bonus, des discussions qu'on ne peut pas avoir dans un format classique. C'est aussi la meilleure façon de soutenir cette chaîne et de nous permettre de continuer à produire ce type de contenu indépendant. Le lien est juste en dessous dans la description. Maintenant, rentrons dans l'analyse. Ce qui se passe derrière cet effondrement diplomatique est l'une des histoires les plus importantes de tout ce conflit. Il y a le niveau de surface, deux camps qui refusent de se parler. Et puis il y a la vraie histoire en dessous. Une confiance brisée. Un accord qui était à portée de main et qui a été détruit. Un nouveau guide suprême désigné par des militaires en armes. Et une guerre qui devient de plus en plus difficile à arrêter à chaque heure qui passe. Reprenons depuis le début, parce que sans la chronologie, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi la diplomatie est morte. Il y a tout juste une semaine, le chef de la diplomatie iranienne n'était pas en train de donner des interviews de défi à la télévision américaine. Il était à Genève, assis en face des envoyés personnels du président américain. Ils étaient en plein milieu d'un troisième cycle de négociations nucléaires. 3 cycles de discussion en moins d'un an, tous organisés par des médiateurs, tous visant à trouver un accord qui éviterait précisément ce qui se passe maintenant. Et c'est ici que la chronologie devient déterminante. Alors que ces discussions étaient encore en cours, pendant que le diplomate iranien se trouvait littéralement encore dans la même ville que les négociateurs américains, les bombes ont commencé à tomber sur l'Iran. Le 28 février, l'opération a été lancée. 900 frappes dans les 12 premières heures. Le diplomate iranien est rentré chez lui. L'envoyé américain a coupé toute communication. Et depuis cette nuit-là, il n'y a eu strictement aucun contact direct entre les deux parties. 0. Un haut responsable de l'administration a déclaré sans détour aux journalistes, « C'est une action militaire et elle doit suivre son cours. » La diplomatie est terminée. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie. En psychologie de la négociation, il existe un concept fondamental qu'on appelle la confiance procédurale. C'est la croyance que le processus de discussion est lui-même protégé, que le fait de s'asseoir à une table de négociation constitue une forme de garantie implicite que l'on ne sera pas attaqué pendant qu'on négocie. C'est le fondement même de toute diplomatie depuis des millénaires. Quand vous bombardez un pays pendant que ses représentants négocient avec vos envoyés dans la même ville, vous ne détruisez pas seulement un accord. Vous détruisez la possibilité même de tout accord futur. Alors quand le chef de la diplomatie iranienne s'est assis face à la télévision américaine et a dit « Nous avons négocié 2 fois avec les États-Unis et à chaque fois ils nous ont attaqués en plein milieu des négociations », il ne faisait pas de la propagande. Il décrivait quelque chose qui s'est effectivement produit 2 fois. Une fois lors des pourparlers nucléaires l'an dernier, et à nouveau à Genève la semaine dernière. C'est sur cette expérience que s'appuie l'Iran lorsqu'il dit qu'il ne sert à rien de parler. Et ce qui rend cette position encore plus significative, c'est le profil de l'homme qui la porte. Ce n'est pas un faucon. Ce n'est pas un commandant militaire. C'est un diplomate de carrière. Il a été l'un des principaux architectes de l'accord nucléaire de 2015. Il a passé des années à essayer de trouver un terrain d'entente avec les puissances occidentales. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie professionnelle à l'idée que la diplomatie peut résoudre les conflits. Quand un homme avec ce parcours se lève et dit « Nous ne voyons aucune raison de négocier avec l'Amérique », ça vous dit à quel point la confiance s'est complètement effondrée. Ce n'est pas de l'idéologie.
C'est une conclusion empirique tirée d'expériences répétées. Maintenant, la Maison-Blanche a sa propre version des faits. Et cette version mérite d'être examinée avec la même rigueur, parce que la vérité dans un conflit n'appartient jamais entièrement à un seul camp. La porte-parole de la Maison-Blanche s'est tenue derrière son pupitre et a déclaré que les États-Unis avaient formulé une offre, sincèrement généreuse, avant le début des frappes. Levée de toutes les sanctions. Fourniture de combustible nucléaire à des fins pacifiques. Soutien à un programme nucléaire civil conjoint avec des investissements américains. Le tout en échange du démantèlement permanent par l'Iran de son infrastructure d'enrichissement d'uranium. Elle a dit que l'Iran avait refusé. Qu'ils avaient choisi de dire non à la paix et qu'ils récoltaient désormais les conséquences. Et voilà ce qu'il faut comprendre. La Maison-Blanche n'a pas entièrement tort. L'Iran n'a effectivement pas accepté cette offre. Mais ce que cette présentation omet, c'est pourquoi. La position de l'Iran sur l'enrichissement est la même depuis 20 ans. C'est un droit souverain reconnu par le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Tout pays ayant des ambitions nucléaires civiles a le droit d'enrichir de l'uranium selon ce traité. L'Iran a toujours maintenu la même position, nous limiterons l'enrichissement, nous autoriserons les inspections, nous plafonnerons les stocks, mais nous ne démantèlerons pas le programme de façon permanente. C'est la ligne rouge que le régime refuse de franchir depuis 2 décennies. Exiger un démantèlement permanent, c'est exiger quelque chose que l'Iran considère comme une capitulation, pas comme un compromis. Et présenter cette exigence comme une offre généreuse relève davantage de la communication politique que de la diplomatie réelle. Le résultat, les États-Unis présentent la situation comme « l'Iran a refusé la paix ». L'Iran présente la situation comme « l'Amérique a refusé un accord qui était à portée de main ». 2 récits diamétralement opposés qui s'adressent à des audiences différentes et qui poursuivent des objectifs de communication distincts. Mais il y a un 3e acteur dont la parole pèse lourd dans ce débat. Le pays médiateur qui supervisait ces pourparlers est sorti publiquement après les frappes pour déclarer que l'Iran avait déjà signalé sa disposition à faire des concessions sans précédent sur ses activités nucléaires. Il a affirmé que les attaques sont survenues à un moment où la diplomatie était réellement vivante. Et il a ajouté que ni les intérêts des États-Unis, ni la cause de la paix mondiale n'avaient été servis par cette décision. Un médiateur neutre qui soutient publiquement la version iranienne des faits. En diplomatie internationale, c'est extrêmement rare qu'un pays médiateur prenne position aussi ouvertement. Le fait qu'il l'ait fait indique le degré de frustration face à ce qu'il perçoit comme une opportunité historique gâchée. Et le chef de la diplomatie iranienne est allé encore plus loin. Il a publié directement sur les réseaux sociaux un message adressé au président américain, « Le plan A pour une victoire militaire rapide et nette a échoué. Votre plan B sera un échec encore plus grand. » Puis il a écrit quelque chose d'extraordinaire. Il a affirmé qu'un accord unique, un vrai accord, avait été perdu à cause de ce qu'il a appelé une « cabale » à l'intérieur même de l'administration américaine. Des gens qui ne voulaient pas que la situation se règle par la diplomatie. Des gens qui ont poussé à la guerre. Réfléchissez à ce que ça signifie. Un ministre des Affaires étrangères en plein conflit armé affirme que des éléments au sein même du gouvernement adverse ont saboté les négociations de leur propre président. C'est une accusation colossale. Et elle est passée presque totalement inaperçue dans les médias occidentaux. Pourtant, elle soulève une question fondamentale sur la cohérence décisionnelle au sommet du pouvoir, qui, au sein de l'appareil d'État, avait intérêt à ce que la diplomatie échoue? Et pourquoi? Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement sur le terrain, parce que la situation militaire conditionne directement la situation diplomatique. On ne négocie pas dans le vide, on négocie en fonction du rapport de force réel. Les frappes américaines contre l'Iran sont massives. Dans les seules 72 premières heures, les bombardiers ont visé près de 200 cibles en profondeur à l'intérieur du territoire iranien, y compris des sites autour de la capitale. Le commandant des forces américaines dans la région a tenu une conférence de presse avec le secrétaire à la Défense et les chiffres présentés étaient significatifs. Les attaques de missiles balistiques iraniens ont diminué de 90% depuis le premier jour de la guerre. Les attaques de drones sont en baisse de 83%. Plus de 30 navires de guerre iraniens ont été coulés ou détruits, dont un tout nouveau porte-drone à un bâtiment de la taille d'un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale qui était en feu au moment même de la conférence. Et le secrétaire à la Défense a résumé la position américaine en une phrase, « Notre calendrier nous appartient et nous appartient seul. Aussi longtemps que nécessaire. Nous n'avons fait que commencer. Ce n'est pas le langage d'un camp qui se prépare à négocier.
C'est le langage d'un camp qui pense être en train de gagner et qui compte bien continuer. Mais c'est là que la situation se complique considérablement. Parce que les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. L'Iran a également affirmé cette semaine que des drones navals avaient frappé le porte-avions américain déployé dans la zone. Les Iraniens ont prétendu que le navire avait fui à grande vitesse avec ses destroyers d'escorte et s'était éloigné de plus de 1000 km de la zone. Le commandement américain a démenti catégoriquement. Ils ont qualifié l'affirmation de mensongère, affirmé que les missiles n'étaient même pas passés près, et diffusé des images d'opérations aériennes se poursuivant normalement depuis le pont du navire. C'est la guerre de l'information à l'intérieur de la guerre des armes. Et c'est un phénomène qu'il faut analyser en soi, parce que dans les conflits modernes, le récit est devenu une arme aussi puissante que les missiles. L'Iran doit montrer à sa population qu'il inflige des pertes à l'armée la plus puissante du monde, c'est vital pour maintenir le moral national et la légitimité du régime. L'Amérique doit montrer au monde qu'elle opère sans contrainte, c'est essentiel pour la crédibilité de sa posture de dissuasion globale. Les deux camps gèrent leur récit aussi intensément qu'ils gèrent leurs munitions. Et la vérité, comme toujours en temps de guerre, se situe quelque part dans le brouillard entre les deux. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que l'Iran a maintenant lancé 22 vagues d'attaques consécutives. Malgré la perte de 90% de sa capacité de lancement de missiles balistiques depuis le premier jour, il tire encore. Il frappe encore les infrastructures à travers le Golfe. Il envoie encore des drones vers les pays voisins. Il cible encore les systèmes radars, les infrastructures de commandement et de contrôle qui permettent aux forces étrangères d'opérer dans cette partie du monde. Et c'est un point capital que beaucoup d'analystes négligent. Détruire 90% de la capacité de lancement d'un pays ne signifie pas neutraliser sa menace. Les 10% restants, combinés aux drones, aux forces navales asymétriques et aux capacités cyber, suffisent à maintenir un niveau de nuisance qui complique considérablement les opérations adverses. En stratégie militaire, on parle du concept de « capacité résiduelle ». Et la capacité résiduelle iranienne s'avère bien plus significative que ce que les planificateurs avaient anticipé. Mais le passage le plus révélateur de toute l'interview télévisée, c'est un moment que presque personne n'a relevé. On a posé une question au diplomate iranien sur le détroit d'Ormuz, ce passage étroit par lequel transite environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Et il a répondu « Nous n'avons pas l'intention de le fermer pour l'instant, mais au fur et à mesure que la guerre se prolonge, nous envisagerons tous les scénarios. » 2 mots. Pour l'instant. Il n'a pas dit « Nous ne le fermerons jamais ». Il a dit « Pas pour l'instant ». C'est l'Iran qui garde sur la table son arme économique la plus redoutable. Les tarifs d'affrètement des navires transportant du gaz naturel liquéfié sont déjà passés de $40 000 par jour à $300 000 par jour en moins d'une semaine. C'est une augmentation de 650%. Si l'Iran ferme le détroit, ou même menace de manière crédible de le faire, on parlerait d'une crise énergétique mondiale qui ferait passer le choc pétrolier de 1973 pour un incident mineur. Cette menace plane en arrière-plan de tout le reste. C'est l'épée de Damoclès économique de ce conflit. Maintenant, il faut parler du nouveau guide suprême, parce que c'est la partie de l'histoire qui change absolument tout sur la façon dont cette guerre pourrait se terminer. Ou ne pas se terminer. Le jour où l'opération a été lancée, une frappe conjointe a tué le guide suprême dans son complexe de la capitale. Son épouse et sa fille ont péri dans la même frappe. Son fils a perdu sa mère et sa femme dans le même bombardement. Lui a survécu. En quelques jours, le pays avait besoin d'un nouveau dirigeant suprême. La constitution iranienne prévoit que l'Assemblée des experts, un corps de 88 religieux, doit en choisir un. Le problème, c'est que ces religieux se réunissaient dans une ville sainte pendant qu'elle était bombardée. Les forces aériennes adverses ciblaient spécifiquement les bâtiments où se tenait le vote, tentant d'éliminer le processus de succession depuis les airs. 8 membres de l'Assemblée ont boycotté les réunions d'urgence, déclarant que les conditions étaient illégitimes. Et au milieu de tout cela, sous la pression des commandants militaires qui, selon des sources fiables, ont mené des rencontres en personne et des appels téléphoniques pour faire du lobbying directement auprès des membres de l'Assemblée, le vote a été rendu. Le fils du guide suprême décédé a été élu nouveau dirigeant de la République islamique. Il faut comprendre qui est cet homme, parce que son profil déterminera la trajectoire de cette guerre. Il a 56 ans. Il n'a jamais occupé de fonction élue. Il n'a jamais occupé de poste gouvernemental officiel. Il a passé toute sa vie adulte à opérer comme le pouvoir caché derrière le trône de son père. Il était le gardien du temple, l'homme que tout ministre, tout général, tout religieux devait passer pour atteindre le guide suprême.
Et il a utilisé cette position pour construire l'un des réseaux informels les plus puissants à l'intérieur de l'État iranien. Il a combattu adolescent pendant la guerre Iran-Irak dans une unité de combat. Les hommes avec qui il s'est battu ne sont pas retournés à la vie civile. Ils sont devenus le noyau dur des gardiens de la révolution. Le chef du renseignement, le commandant des opérations dans la capitale, ce sont ses frères d'armes des années 1980. Ce sont aujourd'hui les hommes qui dirigent la machine de guerre iranienne. Et ils l'ont choisi parce qu'il est leur homme. Pas un théologien qu'ils doivent gérer. Pas un politique avec son propre agenda. Leur homme. Le Trésor américain l'a sanctionné en 2019. Le libellé officiel était sans équivoque, il agissait en capacité officielle pour le compte du guide suprême sans jamais avoir été élu ou nommé à aucune fonction gouvernementale. Il a travaillé en étroite collaboration avec les forces spéciales des gardiens de la Révolution. Il a œuvré à des ambitions régionales que les Américains qualifient de déstabilisatrices. Il est largement soupçonné d'avoir orchestré la répression de manifestations populaires en 2009 et à nouveau en 2022, qui ont fait des milliers de victimes selon les Nations Unies. Des analystes de la presse internationale ont indiqué qu'ils considéraient les États-Unis comme un ennemi implacable et seraient susceptibles d'escalader plutôt que de faire des compromis. Un économiste iranien cité par un grand journal a résumé la situation de manière glaçante, même lui doit savoir que la vengeance pour sa famille ne peut en aucun cas signifier une victoire face à la puissance combinée de ses adversaires. La vengeance signifierait simplement la survie de la République islamique. La survie. Pas la victoire, pas la paix. Juste la survie. C'est l'objectif du nouveau dirigeant suprême de l'Iran alors que cette guerre entre dans sa deuxième semaine. Et ce cadrage est fondamental pour comprendre la logique de ce conflit. Quand un régime n'aspire qu'à survivre, il n'a aucune incitation à négocier des concessions. Il n'a aucune raison de faire des compromis qui affaibliraient sa légitimité intérieure. Tout compromis serait perçu comme une capitulation. Toute négociation serait vue comme une trahison de ceux qui sont morts. La psychologie du deuil national et de la vengeance collective crée un piège émotionnel dont il est extraordinairement difficile de sortir. De son côté, le président américain a qualifié le nouveau dirigeant iranien de « poids léger ». Il a déclaré vouloir être personnellement impliqué dans le choix du prochain dirigeant de l'Iran. Il a dit vouloir quelqu'un qui apporterait harmonie et paix. Et il a déclaré que quiconque l'Iran choisirait lui serait inacceptable. Réfléchissez à ce que cela implique sur le plan diplomatique. Le président de la première puissance mondiale déclare ouvertement qu'il entend influencer qui dirige un pays souverain de 90 millions d'habitants. Du côté iranien, cette déclaration est reçue comme une confirmation de tout ce que le régime affirme depuis des décennies, que l'objectif réel n'a jamais été le nucléaire, mais le changement de régime. Et cette confirmation renforce mécaniquement la position des faucons au détriment des diplomates. Le ministre de la Défense israélien a ajouté une menace explicite, quiconque l'Iran choisira comme guide suprême, peu importe son nom ou l'endroit où il se cache, sera éliminé. C'est une menace d'assassinat ciblé permanent contre le dirigeant d'un État souverain. En termes de droit international, c'est une ligne que peu de pays ont franchie aussi ouvertement. Et en termes stratégiques, c'est une menace qui ne dissuade pas, elle radicalise. Faisons maintenant le point sur la situation globale, parce que la complexité de ce tableau est vertigineuse. Le nouveau guide suprême a été élu sous des bombardements actifs, lors d'un vote influencé par des commandants militaires, avec des membres de l'Assemblée qui boycottaient pendant que les bâtiments alentours étaient frappés. Sa mère et son épouse sont mortes. Son père a été tué par le pays contre lequel il est maintenant en guerre. Il est sanctionné par le Trésor américain. Il n'a jamais été élu à quoi que ce soit. Il est le choix des militaires. Et il occupe maintenant la position la plus puissante d'un pays de 90 millions d'habitants, doté d'un programme nucléaire, d'un arsenal de missiles balistiques qui continue de tirer malgré une dégradation de 90%, et d'un chef de la diplomatie qui vient de dire au monde qu'il n'y aurait ni cessez-le-feu ni négociation. Il n'y a pas de sortie de crise visible pour l'instant. Les États-Unis ne parlent pas de négocier. L'Iran rejette explicitement toute négociation. Le canal diplomatique discret qui existait et les envoyés, les médiateurs est complètement éteint. Et par-dessus tout cela, un détail qui n'en est pas un, une puissance nucléaire fournirait apparemment à l'Iran des renseignements en temps réel sur les mouvements des navires et aéronefs adverses dans la zone. Ce n'est pas un détail mineur. C'est potentiellement une superpuissance qui utilise ce conflit comme terrain de confrontation par procuration. Ce qui transforme un conflit régional en un échiquier géopolitique aux dimensions bien plus vastes. En théorie des relations internationales, on appelle cela un conflit par proxy asymétrique.
Une puissance ne combat pas directement mais fournit suffisamment de soutien de renseignement, logistique, parfois armement pour que son allié puisse résister plus longtemps et infliger davantage de dommages. L'objectif n'est pas que l'allié gagne. L'objectif est que l'adversaire principal s'enlise, épuise ses ressources, et perd du capital diplomatique à l'échelle mondiale. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. La seule force capable de changer réalistement cette équation en ce moment, c'est la catastrophe économique. Le détroit d'Ormuz est encore ouvert, pour l'instant. Mais les chaînes d'approvisionnement mondiales ressentent déjà la pression. Les tarifs d'affrètement ont explosé. Les prix du pétrole grimpent. Les dommages économiques s'accumulent jour après jour. Et chaque jour qui passe aggrave la situation de manière non linéaire. Les économistes parlent d'effet d'hystérésis à un point au-delà duquel les dommages deviennent permanents même si la cause initiale disparaît. Nous approchons de ce seuil. À un moment donné, cette pression venant des marchés, des alliés, des populations, des pays dépendants du pétrole du Golfe devient trop grande pour être ignorée. C'est probablement le dernier mécanisme restant qui pourrait pousser les deux parties vers autre chose qu'une escalade continue. Pas la raison. Pas la diplomatie. L'économie. La douleur financière comme ultime arbitre d'un conflit que la raison n'arrive plus à contenir. Le chef de la diplomatie iranienne a résumé la vision de son pays en une phrase : « Il n'y a pas de gagnant dans cette guerre. Notre victoire, c'est de pouvoir résister face à des objectifs illégaux. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Il n'y a pas de gagnant. » C'est l'évaluation honnête du propre chef de la diplomatie d'un pays en pleine guerre. Pas un discours de victoire. La résistance. La survie. Ces mots comptent. Ils vous disent exactement comment l'Iran perçoit sa propre situation. Non pas comme un pays qui pense pouvoir battre l'Amérique militairement, mais comme un pays qui croit pouvoir durer plus longtemps que la volonté politique adverse de continuer à le bombarder. Et historiquement, ce calcul n'est pas absurde. Les conflits asymétriques se terminent rarement par la victoire militaire totale de la puissance supérieure. Ils se terminent par l'épuisement politique. Par le moment où le coût domestique de la poursuite du conflit dépasse le bénéfice stratégique perçu. Le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak, chaque fois, la puissance militaire dominante a fini par se retirer non pas parce qu'elle avait perdu sur le champ de bataille, mais parce que sa propre population avait cessé de soutenir l'effort. Que ce calcul iranien soit juste ou non dans ce cas précis, c'est la question sur laquelle toute cette guerre tourne. Et personne ni à la Maison-Blanche, ni à Téhéran, ni dans les capitales des pays médiateurs ne connaît la réponse avec certitude. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pas de cessez-le-feu. Pas de négociation. Un nouveau guide suprême installé par les militaires sous les bombes. 22 vagues d'attaques et ça continue. Un détroit qui est ouvert en ce moment mais sans aucune garantie. Et deux camps qui ont brûlé le pont entre si complètement que le reconstruire nécessitera quelque chose de bien plus grand que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Si cette analyse vous a aidé à comprendre ce qui se joue réellement derrière les déclarations contradictoires et la propagande des deux camps, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo, parce que cette histoire mérite bien plus d'attention qu'elle n'en reçoit. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez la communauté des membres. Les liens sont dans la description. On s'y retrouve pour des analyses qu'on ne peut pas publier en format classique, des vidéos dédiées, du contenu en avance, et des décryptages approfondis sur les crises en cours. Donnez votre avis en commentaire, je les lis tous. On se retrouve très vite, parce que cette situation évolue d'heure en heure. Restez informés. Restez lucides. Et n'oubliez pas, comprendre le monde, c'est la première étape pour ne pas le subir.